Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, l'Assemblée du Burundi a adopté mercredi à une large majorité le nom des 11 membres d'une commission vérité et réconciliation. Elle sera chargée d'établir la vérité sur les massacres interethniques depuis l'indépendance en 1962. Enraciner la démocratie et améliorer les conditions de vie en Guinée équatoriale, ce sont les valeurs prônées par le parti Candidature Indépendante, un parti d'opposition qui fait son retour au pays 13 ans après son absence. Et puis, le pipeline Tchad-Cameroun a rapporté 17,5 milliards de francs CFA au Trésor public en octobre 2014, une somme due à la hausse considérable des droits de transit le long de l'oléoduc. Au Burundi, les 11 membres de la commission Vérité et Réconciliation ont été désignés ce mercredi par l'Assemblée, une commission qui aura pour mission de faire toute la lumière sur les massacres interethniques depuis 1962. L'opposition Tutsi, l'UPRONA, n'a toutefois pas pris part au scrutin, le parti estimant ne pas avoir été consulté en amont. Aminata Jacques. Au Burundi, l'Assemblée nationale a mis en place ce mercredi 3 décembre 2014 la commission Vérité et Réconciliation prévue par l'accord de paix d'Arusha conclu en août 2000. Elle a pour objectif d'établir la vérité sur les crimes interethniques commis depuis l'indépendance en 1962 à 2008, date de signature du cessez-le-feu avec la rébellion. 11 personnes ont été choisies pour siéger à la commission, 6 Hutus, 4 Tutsis et 1 Twa, dont 4 femmes. Cependant, le vote a été marqué par le boycott des députés du principal parti Tutsi du Burundi, l'UPRONA, qui dénonce une commission qui répond aux seuls intérêts de l'ancienne rébellion Hutu, aujourd'hui au pouvoir. Nous n'avons pas pris part à ce vote afin de protester contre la mise en place d'une commission Vérité et Réconciliation qui est l'émanation de la volonté du seul parti du CNDD-FDD au pouvoir. Il faut normalement être 2 pour une réconciliation. Pour certains spécialistes, cette commission pourrait ne pas répondre aux attentes des différentes parties et des populations qui, majoritairement, veulent que les responsabilités soient établies. La commission Vérité et Réconciliation qui vient d'être installée au Burundi a peu de chances de réussir. Déjà, elle commence à être boycottée par l'UPRONA. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont émis des critiques, notamment parce que cette commission n'a pas le volet de justice. Il s'agit surtout de réconciliation sans passer par la justice, sans que les gens connaissent réellement ce qui s'est passé. D'autres gens émettent des réserves parce que, en fait, même le parti qui est au pouvoir, notamment le président même Nkurunziza, est accusé de certaines choses. Donc, d'emblée, cette commission part avec un handicap. Et surtout qu'elle n'est pas vraiment le consensus de toute la nation burundaise. La commission aura 4 ans pour établir la vérité sur les crimes qu'a connus le pays. Elle a également pour mission d'identifier et de cartographier les fosses communes, proposer un programme de réparation et promouvoir le pardon et la réconciliation. Les juges de la Cour pénale internationale lancent un ultimatum à la procureure Fatou Bensouda. Ce mercredi, par voie de communiqué, les juges ont donné une semaine à la magistrate pour qu'elle présente les preuves détenues sur le président kényan Uhuru Kenyatta. Le président kényan qui est soupçonné de crimes contre l'humanité depuis les événements post-électoraux 2007-2008 qui ont coûté la vie à 1000 personnes. Écoutons l'analyse de Majib Bouden, avocat au barreau de Paris. On tirera les conséquences après l'expiration des délais impartis. Dans ce cas, c'est probablement dans une semaine. Et dans une semaine, on verra si elle a des preuves ou pas. Si elle a des preuves, le procès continue. Si elle n'a pas les preuves, le tribunal tirera des conséquences. Et donc là, il peut constater qu'il n'y a pas de preuves ou qu'il n'y a pas de preuves suffisantes ou que les preuves ne sont pas sérieuses ou ne sont pas établies parce que la charge de la preuve maintenant incombe au procureur. Et le procureur ne peut pas accuser sans preuve ou ne peut pas accuser en lançant des idées ou des accusations non établies. Et à ce moment-là, le procureur, c'est lui ou c'est elle qui maintenant doit apporter la preuve.
Un parti d'opposition fait son retour en Guinée équatoriale. Après 13 ans passés en exil, le leader du parti Candidature indépendante souhaite participer activement à la vie politique du pays. Objectif, participer au processus de développement de la démocratie en Guinée équatoriale. Reportage de notre correspondant Franck Nudofina. Candidature indépendante souhaite l'amélioration des conditions de vie des populations. Si pour les partisans du chef de l'État, Teodoro Obiang Nguema Basogo, le bilan est satisfaisant avec de nombreuses réalisations, pour l'opposition, c'est le contraire. Gabriel Nseobiang Obono, leader du parti Candidature indépendante, appelle le gouvernement équato-guinéen à accélérer la cadence pour le bien-être des populations. Il y a beaucoup de situations de pauvreté. Il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Le plan d'éducation, il y a beaucoup de problèmes. Le secteur social, il n'y a rien ici. Après 13 ans passés en exil, le leader du parti La Candidature indépendante veut défendre la liberté et le dialogue. Objectif, participer au processus d'enracinement de la démocratie en Guinée équatoriale. D'ailleurs, cette formation politique souhaite participer aux prochaines élections du pays. Nous pensons participer à l'élection présidentielle, mais si je gagne, c'est un grand programme par ce pays. La candidature indépendante de Guinée équatoriale, il a venu pour travailler, pour aider, pour faire changement dans ce pays. En novembre dernier, une rencontre de dialogue a été convoquée entre le gouvernement, les partis politiques légaux et les autres forces politiques de Guinée équatoriale non identifiées. Le but de cette rencontre était de légaliser les partis politiques conformément aux lois en vigueur dans le pays. Le pipeline Tchad-Cameroun a rapporté 17,5 milliards de francs CFA au trésor public camerounais pour l'année 2014. Une somme due à la hausse considérable du droit du transit le long de l'oléoduc. C'est simple, les prix ont été multipliés par 3. Les explications de Grazela Tchakounte et d'Ibra Radinjaï. Hausse considérable du droit de transit du pétrole tchadien par le Cameroun. Selon une note du comité de pilotage et de suivi des pipelines, il a généré des droits de l'ordre de 17,53 milliards de francs CFA pour 27,56 millions de barils en octobre 2014, contre 5,84 milliards de francs CFA pour 24,65 millions de barils à la même période en 2013. Une hausse exponentielle due à la revalorisation des droits de transit. Le fait que nous soyons passés de 195 francs CFA par baril jusqu'à 650 environ, je suppose que cela est lié aux indemnisations que l'État camerounais doit opérer vis-à-vis de ses populations. Et c'est une bonne nouvelle aussi par rapport au trésor public camerounais, dans la mesure où elle permet d'accroître les recettes de l'exploitation pétrolière, de ce pipeline-là qui passe sur son territoire. Par ailleurs, le Cameroun et le Tchad n'ont cessé de renforcer leur coopération, notamment dans le domaine énergétique. C'est ainsi que la société camerounaise de trading et d'exportation de pétrole brut Tradex a lancé ses activités au Tchad avec l'ouverture des stations-service dans la ville de N'Djamena sous le label de Tradex Tchad SA. Le Tchad, qui était notre principal marché d'exportation, il y a depuis quelques années à sa propre raffinerie. Malgré cela, nous tenons à exercer dans ce pays. Cette année, nous avons construit nos 2 premières stations-service. Nous allons continuer des investissements pour étendre notre réseau dans ce pays. En plus de 10 ans, le trésor public camerounais a engrangé près de 17 milliards de francs CFA au titre des droits de passage du pétrole tchadien et pourrait bientôt en tirer davantage. Puisque, outre les nouveaux opérateurs opérant dans les gisements pétroliers du Tchad, le Niger pourrait également exporter son pétrole à travers l'oléoduc Tchad-Cameroun. Du sport pour terminer ce journal, les dernières lignes droites avant le coup d'envoi de la 30e édition de la CAN 2015. Le tirage au sort a été effectué ce mercredi 3 décembre en présence du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Basogo et du président de la CAF Issa Hayatou. Ibra Radinjaï. Toute l'Afrique avait les yeux rivés sur Sipopo en Guinée équatoriale ce mercredi 3 décembre pour cause le tirage au sort de la CAN 2015. C'est chose faite, les 4 poules de la compétition continentale sont officiellement connues. Un tirage qui semble a priori clément pour certaines équipes et difficile pour d'autres. En match d'ouverture, la Guinée équatoriale, pays hôte, s'opposera au Congo. Le groupe D est composé de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et déjà vu comme le groupe de la mort. Je pense que ce tirage au sort a été
a été très bien. Je dirais que le groupe D, donc le groupe de la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali et le Cameroun, me semble vraiment un peu costaud. Donc il y aura des très 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 bons duels dans ce groupe et on verra vraiment un très bon match parce que les sélections qui sont là-bas sont composées des joueurs expérimentés, des joueurs talentueux, des joueurs qui évoluent tous, je pense, quelques-uns en Europe, et ça va être un groupe très intéressant. Ensuite, je dirais le match d'ouverture, la Guinée équatoriale et le Congo. Bon, la Guinée va faire de son mieux parce que elle ne s'est pas préparée. Dans le groupe C, les Lions de la Teranga du Sénégal seront confrontés au Ghana, à l'Afrique du Sud et à l'Algérie. C'est un groupe équilibré. On a déjà le Ghana, on a le Sénégal, on a l'Afrique du Sud, on a aussi l'Algérie qui a fait une très belle Coupe du Monde. Et donc dans ce groupe-là, on a vraiment des sélections qui sont très 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 équilibrées, des équipes très performantes. Ce groupe-là aussi est très 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 solide et je pense qu'on verra aussi des très bons matchs dans ce groupe-là, surtout le Ghana, le Sénégal aussi, donc qui a une très belle équipe, a des très bons joueurs qui évoluent aussi en Europe. Je crois sincèrement que ce serait vraiment des beaux matchs dans ce groupe-là. Désormais, c'est tout un continent qui attend le coup d'envoi de la phase finale de cette CAN 2015 qui se déroulera du 17 janvier au 8 février. 4 villes de la Guinée équatoriale devraient accueillir les rencontres de la plus prestigieuse compétition africaine, à savoir Malabo, Bata, Ebibéyin et Mongomo. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.